Bonjour à tous. Alors nous en avons fini avec la responsabilité civile contractuelle. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir les podcasts précédents qui traitent vraiment de la responsabilité contractuelle uniquement, car nous allons maintenant passer à la responsabilité civile délictuelle. Je vais ici faire une introduction car je trouve qu'on étudie beaucoup les règles mais pas assez les généralités. Donc je vais vous introduire cette responsabilité afin que vous puissiez mieux la situer, mieux la comprendre afin d'apprendre ensuite les règles en toute connaissance de cause et pas de foncer tête baissée. Alors, concernant les responsabilités, il y en a plusieurs. Il y a la responsabilité civile, il y a également la responsabilité pénale, même si c'est pas ce que nous allons voir dans le cours de droit des obligations, il faut le savoir. Donc imaginez un tableau ou plutôt un schéma. Vous faites deux flèches, une à gauche, responsabilité civile, et une à droite, responsabilité pénale. Nous sommes en droit des obligations dans la responsabilité civile. Donc, si vous suivez le schéma, dans la colonne de gauche. Ici, je vous encourage à faire une autre sous-division, donc deux autres flèches. Dans la responsabilité civile, il y a la responsabilité civile contractuelle, donc celle que nous avons vue jusqu'à maintenant dans les podcasts, et la responsabilité civile délictuelle. Ça, il faut que ce soit vraiment bien clair. Donc, la responsabilité civile est divisée en deux, la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle. Et en droit des obligations, donc la matière que je vous enseigne dans ces podcasts-là, nous traitons des deux, de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité civile délictuelle. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi dans ce cas-là, cette matière s'appelle droit des obligations ? Alors, j'aurais peut-être dû faire un podcast avant la responsabilité contractuelle, je vais le faire ici. Il est sûr que l'étude du droit des obligations suppose que la notion d'obligation soit précisée. Et il faut que vous sachiez qu'une obligation, je vais être brève et concise, mais c'est un droit personnel qui unit deux personnes. Ça peut être un créancier et un débiteur dans le cas de la relation contractuelle. Dans le cas de la relation délictuelle, ça peut être la victime et la personne qui a commis la faute ou le fait générateur. En tout cas, c'est un droit personnel qui unit deux personnes et supposant la réunion d'une dette, une dette vue comme étant définie comme le lien juridique entre les deux personnes, entre le créancier et le débiteur, et d'un pouvoir de contrainte. Et le pouvoir de contrainte, c'est quoi? C'est ce qui permet au créancier ou à la victime de recouvrir la créance. Donc en gros, l'obligation, c'est un droit personnel qui unit deux personnes et qui suppose qu'il y ait une dette, qu'une personne doit quelque chose à une autre, et d'un pouvoir de contrainte. Ça, c'est l'obligation. Donc quand on parle de droit des obligations, il y a des sources différentes d'obligations. À ce propos, l'ancien article 1370 précisait qu'il y avait 4 sources, le contrat, le quasi-contrat, le délit et la loi. Depuis la réforme de 2016, c'est à l'article 1100 alinéa 1 nouveau que je vous conseille d'aller lire. Il est toujours mieux de travailler ces podcasts avec le code civil à côté, qui dit que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Donc j'ai fait exprès d'insister sur les termes. Donc là, le nouvel article 1100 du Code civil parle d'actes juridiques, de faits juridiques et de la loi. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs sources d'obligations, ce pourquoi il y a plusieurs responsabilités civiles. La responsabilité civile contractuelle, donc là c'est le contrat, et la responsabilité civile délictuelle, où là c'est le délit. Bien sûr, il peut y avoir aussi la loi.
Donc si vous ne l'aviez pas compris, et puis en plus je n'ai pas fait de podcast pour introduire cette matière droit des obligations, le droit des obligations, voilà pourquoi on l'appelle comme ça. C'est l'étude des obligations au sens large parce qu'il y a plusieurs types d'obligations. Obligations, je vous rappelle, c'est un droit personnel qui unit deux personnes, un créancier et un débiteur, ou alors une victime et le fautif, supposant la réunion d'une dette, donc il faut une dette et un pouvoir de contrainte. Une dette étant entendue comme le lien juridique entre les deux personnes et le pouvoir de contrainte étant entendu comme un pouvoir qui permet au créancier de recouvrir la créance. Et l'article 1100 nouveau du Code civil énonce les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Alors là aussi, petit rappel, vous savez que dans les actes juridiques, il y a le contrat et l'acte unilatéral, qu'il ne faut pas confondre les deux parce que le contrat, c'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre, voire même éteindre des obligations. Donc la définition la nouvelle définition de l'article 1101 du Code civil est assez large, elle est plus large que celle antéréforme en tout cas. Et on a l'acte unilatéral, qui est un autre type d'acte juridique, qui est un acte ici qui résulte de la volonté d'un seul, comme le testament. Donc à bien distinguer du contrat. De la même façon, mais je n'ai pas le temps de parler de tout ça ici, il faut aussi distinguer le contrat de l'accord de volonté non obligatoire. Un accord de volonté non obligatoire, pour là aussi être très brève, ça peut être un acte de courtoisie, comme par exemple être invité à dîner, une invitation à dîner. Donc certes, il y a des obligations, mais c'est pas sur le terrain du droit, vous voyez. Ou alors les actes de complaisance, par exemple un acte de transport bénévole, ça a un caractère désintéressé. Donc caractère désintéressé de quoi? Du service rendu. Du coup c'est pareil, ça ne se situe pas sur le terrain du droit. En principe, je vous parle en principe, il y a toujours des exceptions. Et enfin, il y a également aussi, pourquoi pas le citer au passage, les engagements d'honneur, qui sont des accords passés entre deux parties qui subordonnent l'exécution de leur obligation à une loyauté respective. Mais là aussi, c'est pas sur le terrain du droit. En tout cas, c'est pas censé l'être en principe. Donc, on a d'un côté les actes juridiques, les contrats, actes unilatéral, on a aussi les accords de volonté non obligatoires, etc. Tout ça, ce sont des actes juridiques à ne pas confondre avec des faits juridiques. Les faits juridiques sont des événements susceptibles de produire des effets de droit. Donc pour revenir au schéma, dans la responsabilité civile délictuelle, nous allons parler des faits juridiques et non des contrats. D'accord? Donc c'est vraiment pour que vous voyez quel type d'acte nous allons voir, quelle responsabilité recouvre quoi, comment tout cela est organisé, etc. Donc, nous avons vu précédemment la responsabilité civile contractuelle avec les contrats, article 1101 du Code civil. Et là, nous allons voir la responsabilité civile délictuelle, donc article 1240 nouveau du Code civil et suivant, qui concerne donc des faits juridiques dommageables, donc un fait juridique qui a causé un dommage, donc c'est un événement susceptible de produire du coup des effets de droit. Et nous verrons qu'il faudra la réunion de trois éléments, d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce fait générateur et ce dommage. De la même façon qu'on avait vu que dans la responsabilité contractuelle, tout d'abord, il fallait voir les conditions de formation du contrat. Tout commence par la rencontre de l'offre et de l'acceptation, etc. Je vous renvoie là aussi à mes podcasts précédents. Sachant que il y a un principe de non-cumul. Alors ce terme est un peu, ambigu parce que c'est plutôt un principe de non-choix. Je m'explique. Le principe de non-cumul des responsabilités, c'est le fait que la victime ne peut pas choisir le terrain de son action. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Principe de non-cumul égale non-choix des responsabilités. Et ça va vous servir parce que dans les cas pratiques, vous allez parfois avoir des délits, par exemple, une personne qui frappe une autre personne. Donc ça va être un fait dommageable,
on pourrait se dire que c'est du coup la responsabilité délictuelle. Or, parfois, il y a un contrat qui lie les deux personnes. Du coup, on peut hésiter. Est-ce que c'est la responsabilité contractuelle ou délictuelle? Il faut savoir que dans ces cas-là, il y a le principe de non-cumul et donc de non-choix des responsabilités. Donc la victime ne peut pas choisir le terrain de responsabilité, par exemple, qui lui serait le plus favorable. Si par exemple la responsabilité délictuelle lui apporte plus de dommages et intérêts, elle ne peut pas la choisir uniquement pour cela. De toute façon, elle ne pourra pas choisir. Et ce principe de non-cumul nous vient d'une jurisprudence de la Cour de cassation réunie en sa chambre civile, donc assez ancienne, du 11 janvier 1922. Donc là aussi, je vais vous donner une petite définition pour que ce soit bien clair. Je vous conseille vraiment de faire un schéma, c'est ce qu'il y a le mieux, en tout cas je trouve. Donc la responsabilité contractuelle que nous avons vue, donc qui est la première branche de la responsabilité civile, c'est quoi? C'est l'obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution des obligations nées du contrat. Donc vous voyez qu'il y a un contrat ici. Donc je répète, la responsabilité contractuelle, c'est l'obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution des obligations nées du contrat. Alors que la responsabilité civile délictuelle, donc la seconde branche de la responsabilité civile, c'est l'obligation de réparer le préjudice résultant de la violation d'un devoir de conduite. Donc, on voit d'ailleurs que dans la responsabilité civile délictuelle, il y a une sorte de moralité. On le verra quand je vais approfondir cette responsabilité civile délictuelle. Donc, vous voyez, les deux sont vraiment différentes. À savoir que la responsabilité civile délictuelle est également appelée responsabilité civile extra-contractuelle. Là aussi, j'explique parce que c'est important. Extra, ça veut dire en dehors. Et on estime que la responsabilité civile délictuelle est un petit morceau, entre guillemets, donc là je vulgarise pour que vous compreniez, à côté du gros morceau qui est la responsabilité contractuelle. Du coup, on a le principe selon lequel toute responsabilité qui n'est pas contractuelle est du coup délictuelle. C'est-à-dire que la responsabilité contractuelle, c'est la première, c'est la grande responsabilité. Ce pourquoi, pour désigner la responsabilité civile délictuelle, certains professeurs et dans certains livres, etc., vous verrez qu'elle est appelée responsabilité extra-contractuelle pour dire que c'est l'autre responsabilité civile qui est en dehors de celle contractuelle. Extra voulant dire en dehors. Et pas extra comme par exemple quand on dit « Ah, c'était extra bien, c'était extra ». Dans le langage populaire, le mot extra a été détourné. Là, en droit, extra, c'est, et puis en français, en bon français, c'est en dehors. Donc, dans ce cours, parfois je pourrais dire responsabilité civile délictuelle, parfois je pourrais dire responsabilité civile extra-contractuelle. Ça veut dire la même chose parce qu'on a le gros morceau à côté qui est la responsabilité civile contractuelle. Voilà, donc il faut bien comprendre cette dualité de la responsabilité civile qui est la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle ou extra-contractuelle selon le terme qu'on préfère utiliser. Je vous encourage à utiliser le terme qui est le plus clair pour vous. Comme ça, vous arriverez mieux à apprendre. Autre point important à expliquer avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je vous l'ai dit, à côté de la responsabilité civile, qui peut être contractuelle ou délictuelle, il y a également la responsabilité pénale. Alors certes, on ne va pas la voir dans ce cours droit des obligations, mais parfois, elle interfère. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a eu un rapprochement des responsabilités civiles et pénales, en tout cas d'un point de vue procédural. Parce que de base, ce n'est pas la même chose. C'est sûr, la responsabilité civile a pour but l'indemnisation, et d'ailleurs on le verra de plus en plus, on cherche de plus en plus à indemniser, alors que la responsabilité pénale a un but de sanction, voire de prévention, comment? En punissant. Donc à la base, elles sont très différentes dans leur but.
Mais d'un point de vue procédural, comme je vous le disais, il y a parfois des interférences et il faut le savoir parce que dans les cas pratiques, vous pouvez tomber sur ces interférences. Également, si vous êtes avocat dans certaines affaires, etc. Donc il faut les connaître. La première, c'est l'exercice de l'action civile. Alors, bien sûr, je vais vous définir ce que c'est l'action civile. Je ne vous balance pas le cours comme ça sans vous expliquer, sinon ce ne serait pas pédagogique. L'action civile, pour être brève là aussi, c'est une action en réparation, donc du préjudice causé, par une infraction pénale. Et du coup, la victime d'une infraction peut obtenir réparation de son préjudice, donc du préjudice qu'elle a subi, à la fois devant le juge civil, donc ici, là, donc envers nous, si nous sommes avocats, dans la responsabilité civile délictuelle, mais également devant la juridiction pénale, dans le cadre d'une action civile. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, l'action civile n'est du coup pas dans le code civil, mais dans le code de procédure pénale, si ça vous intéresse. Allez voir les articles 3, mais aussi l'article 2 du code de procédure pénale qui explique bien cette action civile et qui énonce surtout que la victime va, dans ce cas, disposer d'un choix pour pour avoir réparation du préjudice qu'elle a subi par l'infraction. Elle va avoir le choix, soit d'agir devant le juge civil, donc devant nous, en responsabilité civile, délictuelle, dans les termes de droit commun, le code civil, etc. Ou devant le juge pénal dans le cadre de l'action civile, donc celle que je viens de vous expliquer. Donc il se peut que dans vos cas pratiques, vous ayez affaire à un individu qui fasse une action civile et dans ce cas, il pourra exercer en même temps son action donc, devant la même juridiction. Donc il exercera l'action civile en même temps que l'action publique. Alors la seule condition, je vous le dis, même si ce n'est pas l'objet de ce cours, c'est que le demandeur ait personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction. Je vous renvoie vraiment au code de procédure pénale pour cela. L'essentiel à savoir ici en droit des obligations, c'est que cela peut arriver, soit vous êtes avocat et votre client souhaite exercer une action civile, soit dans un cas pratique, si vous voyez qu'il y a une action civile, il faut savoir de quoi il s'agit et que parfois il y a des interférences, en tout cas au niveau procédural, avec la responsabilité pénale, même si elle ne poursuit pas les mêmes finalités. Deuxième, plutôt seconde interférence qui arrive également dans les cas pratiques et dans la réalité si vous êtes avocat, c'est l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. Ça, il faut vraiment le savoir. Ça veut dire quoi? Je pense que vous l'aurez compris avec les termes. En gros, là aussi, parce que je vais vite, c'est quand un fait est source de responsabilité civile et pénale, donc les deux, il se trouve que les énonciations du juge pénal ont une autorité absolue de chose jugée à l'égard du juge civil qui perd alors sa liberté d'appréciation. Et oui. Donc, si le tribunal pénal, par exemple, constate la matérialité des faits, déclare le prévenu coupable, imaginons, de coups et blessures, le juge civil, donc qui s'occupera de notre affaire en responsabilité civile délictuelle, du coup ne pourra pas exclure la faute. Parce que le jugement pénal sur le caractère fautif du comportement va s'imposer au juge civil dans notre affaire. D'ailleurs, ce principe d'autorité de chose jugée du pénal sur le civil était renforcé dans le domaine des fautes d'imprudence et de négligence, où on est allé loin, parce qu'il y a eu carrément la règle de l'identité des fautes civiles et pénales. Il se trouve que cette règle de l'identité des fautes civiles et pénales a été remise en cause par la loi en 2000, pour être plus précise, c'est la loi du 10 juillet 2000, et depuis, l'absence de faute pénale d'imprudence n'empêche pas le juge civil de retenir l'existence d'une faute. Mais dans tous les cas, il faut savoir que il y a autorité de chose jugée du pénal sur le civil. Donc si le tribunal pénal constate que par exemple le prévenu est coupable d'une certaine faute, le juge civil, dans notre affaire, ne pourra pas exclure cette faute. Donc cela peut arriver dans les cas pratiques si vous voyez qu'il est fait mention d'un tribunal pénal ou d'une sanction pénale, par exemple une amende, une peine d'emprisonnement, etc.
Faites attention, pensez tout de suite à l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil. Voilà vraiment les deux points qu'il faut savoir au niveau de la procédure, donc l'exercice de l'action civile et l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil, donc qui rapproche les deux responsabilités civiles et pénales. Et donc nous, en droit des obligations, donc en droit civil, nous devons être attentifs et toujours regarder dans les cas pratiques, ça peut d'ailleurs être un piège, ou dans la vie réelle, si on est avocat, s'il y a une interférence avec la responsabilité pénale. Maintenant, je vais peut-être pouvoir vous présenter la responsabilité civile délictuelle. Donc, je pense que vous l'avez bien située. Vous avez compris que responsabilité civile, c'est différent de la responsabilité pénale. Qu'en droit des obligations, nous sommes dans la responsabilité civile qui se subdivise elle-même en deux catégories. Celle contractuelle qui est vraiment le gros morceau. Et si c'est pas contractuel, eh ben, c'est délictuel. C'est le deuxième petit morceau. On va dire ça comme ça. Et donc... pour la responsabilité contractuelle, je vous rappelle, hein, c'était à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement et t'est mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Donc dans la responsabilité contractuelle, en bref, c'était lorsque le dommage était causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle. Je vous renvoie aux articles 1147 et suivants. Ici, dans la responsabilité civile délictuelle, le grand article à retenir, c'est l'article 1240, les suivants aussi, hein, bien sûr, hein, mais c'est vraiment l'article 1240 du Code civil. Et donc, au terme de cet article 1240 du Code civil, on comprend que la responsabilité civile délictuelle, vous pouvez également l'appeler la responsabilité civile extra-contractuelle, est source d'une obligation à réparation à la charge de l'auteur du délit. Donc ici, c'est quand on est en présence d'un délit. D'accord ? Et un délit, c'est quoi ? C'est un fait matériel illicite engendrant à la charge de son auteur une obligation de réparation du préjudice subi par la victime. En fait, ça arrive très très souvent. La responsabilité intellectuelle, elle est partout. Si vous vous promenez dehors et qu'il y a un pot de fleurs qui se détache d'un appartement et qui tombe sur vous, bim, responsabilité civile délictuelle. Si vous frappez quelqu'un dans la rue, bon, je vous le souhaite pas, mais si vous frappez quelqu'un dans la rue, c'est pareil, responsabilité civile délictuelle. Il y a plein de cas, vous verrez, c'est assez large. En tout cas, ici, c'est le délit et pas le contrat. Donc, c'est un fait juridique dommageable. Donc, un fait dommageable qui peut donner lieu à plusieurs sortes de responsabilités. Comme on l'a vu, hein, elle peut être en effet pénale et civile. Elle peut également être contractuelle ou délictuelle. Hein. Donc, si, rappelez-vous, hein, même si on est en responsabilité civile délictuelle, s'il y a un contrat, il faudra partir sur la responsabilité contractuelle si les conditions sont réunies, par le principe de non-cumul des responsabilités qui est en réalité un principe de non-choix des responsabilités qui du coup interdit à la victime de choisir le terrain de son action. Donc lorsqu'un contrat existe entre le responsable et la victime, et du coup le dommage naît d'une inexécution d'une obligation de ce contrat. Donc cette dernière doit en effet nécessairement agir sur le terrain contractuel. Pour reprendre mon exemple de vous tapez quelqu'un dans la rue, vous lui donnez un coup. S'il n'y a pas de contrat qui vous lie, là aussi je vulgarise, mais c'est pour être plus simple. S'il n'y a pas de contrat qui vous lie, c'est une personne inconnue dans la rue. Là, c'est la responsabilité civile délictuelle. Par contre, si vous frappez votre employé, il y a un contrat qui vous lie. Là, ce sera une responsabilité a priori contractuelle. J'espère que c'est clair. Ensuite, autre chose à savoir, c'est que le droit de la responsabilité civile a fait l'objet d'une évolution historique considérable, en particulier par rapport à la faute, car au début, il fallait une faute hein, dans l'esprit des rédacteurs du Code civil de 1804, alors qu'aujourd'hui, vous le verrez, on n'a pas nécessairement besoin d'une faute pour entraîner la responsabilité civile délictuelle. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Hein. Il y a eu la révolution industrielle, donc on a eu des machines, etc. Et du coup des différents contentieux qui ont apparu. On a aussi un impératif d'indemnisation des victimes qui est de plus en plus présent.
Donc du coup, on a eu une jurisprudence de la Cour de cassation assez audacieuse qui a conduit notamment au développement des responsabilités sans faute, comme je vous le disais. On a également des évolutions qui sont dues à l'assurance de responsabilité, qui ont toujours leurs limites bien entendu, mais qui ont conduit du coup à l'intervention de lois, l'adoption de lois d'indemnisation. Et donc toutes ces évolutions, il faut le savoir, sont la plupart d'origine jurisprudentielle. Et autre chose à savoir, la fameuse réforme de 2016 n'a pas réformé le droit de la responsabilité civile. Ça, j'aurais peut-être dû le dire en début de podcast. Donc, tout ce qu'on a vu sur le droit des contrats, le droit de la responsabilité contractuelle, tous les podcasts précédents, la numérotation des articles avait changé, mais aussi, pour certains, leur contenu. Ici, en droit de la responsabilité civile délictuelle, ou appelez-le extra-contractuel si vous préférez, c'est seulement la numérotation qui a changé. Donc le contenu n'a pas changé. Donc ces évolutions jurisprudentielles dont je vous parle par rapport à la faute, par rapport à l'assurance de responsabilité, aux nouvelles lois, etc., ce n'est pas encore intégré dans le Code civil. Donc on espère et on envisage, là aussi je vous renvoie à de la doctrine, allez lire des articles sur Dalloz ou sur des revues qui vous intéressent, des revues juridiques. On envisage une réforme de la responsabilité civile qui apparaît aujourd'hui nécessaire en tout cas et qui devra un jour être adoptée à plus ou moins long terme parce que du coup la réforme de 2016 n'a pas touché au pan de la responsabilité civile délictuelle mais seulement au pan de la responsabilité civile contractuelle. Autre évolution, c'est concernant le principe de non-cumul. Ce principe a aussi connu des atténuations, des exceptions, parce que là aussi, une remise en cause venant de la jurisprudence a eu lieu. La Cour de cassation a parfois refusé de censurer l'erreur de qualification ou la non-application par le juge pénal. Il y a également des exceptions législatives, on va l'apprendre dans ce cours, par exemple la loi Badinter. Donc, ce principe de non-cumul connaît de plus en plus d'exceptions ou de remises en cause et d'atténuation. Tout cela parce que la responsabilité civile délictuelle, comme je vous l'ai dit, a énormément évolué. Alors comme je sais qu'il y en a ici qui sont pas mal intéressés par la théorie, je vous avoue que moi aussi, mais je fais des podcasts pour que vous puissiez faire vos examens et vos cas pratiques, les réussir le mieux possible en tout cas. Donc c'est vrai que je n'ai pas le temps de parler beaucoup de l'aspect théorique et doctrinal et je pense que vos professeurs le font, mais pour ceux que ça intéresse, du coup face à ces évolutions de la jurisprudence concernant la responsabilité civile délictuelle, on a eu des réactions doctrinales, notamment la théorie du risque et la théorie de la garantie qui sont assez intéressantes. Là aussi je vais faire un résumé bref, mais je vous encourage à aller chercher si ça vous intéresse. La théorie du risque, du coup, qui a été à la base exprimée par Salehi, S-A-L-E-I-2-L-E-S, et qui a été repris par Josserand, donc à la fin du 19e siècle, donc cette théorie dit que lorsqu'une activité crée un danger spécial pour autrui, le créateur du risque est tenu seulement de ce fait, en fait, seulement du fait que ça crée un danger spécial pour autrui, et en dehors de sa faute, à l'indemnisation des dommages causés aux tiers. Donc bien sûr, cette théorie a été critiquée, mais toutefois, elle a quand même fortement imprégné notre droit positif, notamment en habituant les individus à l'idée d'une responsabilité détachée de la faute, ce qui est, comme je vous l'ai dit, de plus en plus le cas. On a également la théorie de la garantie, qui, elle, est due aux travaux de Stark, S-T-A-R-C-K, qui tenta, quant à lui, de renouveler la question des fondements de la responsabilité. Donc là, c'est un peu plus tard, on n'est plus au 19e siècle, mais au 20e siècle. Et donc, pour Stark, il conviendrait de changer les perspectives en recherchant les fondements du côté de la victime et non plus du responsable. Et donc cette obligation d'indemnisation serait fondée sur la simple nature des droits atteints, indépendamment du comportement du responsable. Donc là aussi, il y a eu des critiques de la théorie de la garantie. Cette thèse aussi a eu des influences
indirecte ou directe sur la loi, par exemple dans le mouvement de développement des lois d'indemnisation ou dans la philosophie qui ont inspiré certaines d'entre elles. Pour exemple, et nous le verrons dans ce cours, la loi relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation qui envisage le droit à réparation du côté de la victime indépendamment du comportement du débiteur d'indemnité et qui opère une discrimination de régime juridique selon la nature du préjudice réparable, ainsi que l'avait prôné Stark dans ses travaux. Donc voilà, deux théories, deux réactions doctrinales, donc deux théories, la théorie du risque, la théorie de la garantie. Enfin, beaucoup plus récemment, la doctrine contemporaine a pas mal plaidé pour un renouveau du rôle de sanction et de prévention de la responsabilité civile. Donc, il y a eu un premier courant qui souhaitait redonner un rôle à la faute et un second courant plus ambitieux qui lui entendait conférer à la responsabilité civile un réel rôle de prévention des comportements fautifs. Donc, par exemple, dans le domaine de l'écologie ou de la protection de l'environnement. Alors là aussi, ça a été critiqué. Toutefois, cette thèse peut paraître pertinente parce que, par exemple, pour l'écologie ou la protection de l'environnement, du coup, le créateur du risque pourrait être condamné pour ne pas avoir pris les précautions qu'il fallait, indépendamment de la réalisation effective du risque envisagé. La condamnation à dommages et intérêts pouvant, du coup, jouer un rôle d'anticipation du dommage parce qu'on n'a pas envie de payer. Mais toutefois, donc toujours à nuancer, et puis ça dépend aussi de vos avis, de vos positions, on peut se demander si du coup ça ne relèverait pas plutôt du droit pénal. Et si là on n'est pas en train de mélanger le droit civil et le droit pénal. Voilà pour cette introduction au droit de la responsabilité civile délictuelle. J'ai souhaité vraiment poser le cadre en vous rappelant ce qu'était le droit des obligations, ce qu'est du coup une obligation, les différentes sources d'obligations, les différences entre toutes les responsabilités et où est-ce que se situe la responsabilité civile délictuelle. Donc article 1240 du Code civil pour ceux qui veulent commencer à lire et à découvrir ce pan de la responsabilité civile. Et donc dans le prochain podcast, nous attaquerons ce cours comme je l'ai fait avec la responsabilité contractuelle en prenant des points du cours très importants, version cas pratique, donc avec les articles, les conditions, etc. Voilà, je vous souhaite bon courage et au prochain podcast.